Ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie de Michel Plourde, qu'on va parler d'histoire et d'un personnage historique québécois, Maurice Duplessis. Il y a une autoroute Duplessis, il y a des ponts Maurice Duplessis, mais Maurice Duplessis, Michel, ça a été quelqu'un. Hein? Oui, c'est un personnage hyper important. Mentionnons tout de suite le premier ministre qui a été le plus longtemps au Québec, Oui. 18 ans. Il n'y a aucun premier ministre qui a fait plus que 15 ans. Lui en a fait 18. Ouais. Puis en deux séquences. Oui, en deux séquences. Puis on va y revenir. Mais juste introduire, Michel, on s'est croisés, nous, lors d'une campagne électorale. Tu as été candidat pour le Parti conservateur du Canada dans Bécancour, Nicolet, Sorel. Alnobac. Et en te croisant, ben là, je me rends compte que tu avais un grand intérêt pour l'histoire du Québec. Qu'est-ce qui t'a amené à investiguer, à t'intéresser de façon, je dirais, pas légère, là, profonde à l'histoire du Québec? Bien, en fait, c'est sûr que l'intérêt de la politique et histoire, hein, qu'est-ce qui façonne l'histoire? Qu'on le veuille ou non, la politique façonne l'histoire. Hein. C'est pas le seul élément qui façonne l'histoire, mais ça façonne l'histoire. En étant féru de politique, inévitablement, tu dois connaître des fois le contexte, tu sais, donc comprendre un peu plus socialement ce qui se passait, un peu plus aussi là, au niveau des mœurs et coutumes. Loin de moi de dire que je suis un expert, je ne suis pas un historien, là, mais pas du tout. J'ai un paquet de lettres que je n'ai pas pour m'attribuer le titre d'historien, absolument pas. Mais, puis, je te dirais, Stéphane, l'élément déclencheur, j'étais maire à Danville, puis c'est la ville natale de Daniel Johnson. Oui, ben oui. Puis je me suis mis à m'intéresser sur Daniel Johnson à un point tel que c'est devenu, bien humblement, un modèle. C'était un monsieur qui avait une éthique de travail, hein, qui s'est relié. On voit une éthique de travail là, incroyable, une résilience. Puis, si tu étudies Johnson, inévitablement, tu en viens à étudier Duplessis parce qu'il a été député sous Duplessis et puis ça l'a Chef lui-même. du même parti, l'Union Oui, nationale. exactement. Donc, c'est ça. Fait que l'enracinement géographique t'a impacté. Oui, dire. exactement. Okay. Puis c'est ça. Puis Duplessis étant aussi de Trois-Rivières, puis moi, je suis natif de Gentilly. Quand j'étais jeune, je me rappelle d'avoir été au musée, le petit musée qu'il y a au séminaire, tout ça, pour Duplessis. Voir, comme bien des gens, comme sûrement toi, voir aussi la série de Duplessis dans laquelle Jean Lapointe... Oui, bien qu'on était peut-être un peu jeune lorsqu'elle a sorti, mais il y a eu des rediffusions. Oh, oui, exactement. Ça, on parle de quoi, des années 78, 79? Oui, 78-80, que ça a été... Puis après ça, moi, la première élection, quand j'étais tout petit, là, je commençais déjà à suivre la politique, j'avais 8 ans. C'est la première élection que je me souviens d'avoir suivie en ligne. Tu sais, le soir, le scrutin, là. Et j'avais 8 ans, puis Roch Lassalle était le chef de l'Union nationale. C'était pas devenu Unité Québec? Ça, c'est dans le temps de Loubier. OK. Oui, ça, c'est intéressant, mais c'est bon. C'est pas tout le monde qui sort ça, là. Ouais, t'es pas pire, t'es pas pire. Là, j'ai étudié là-dedans. Oui, c'est M. Loubier, mais c'est ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que, en 81, Roch Lassalle quitte, résigne, excuse-moi l'anglicisme, là, mais démissionne, merci, démissionne comme député au fédéral, parce que c'était un des seuls avec Heward Grafty dans le bout de Magog qui est toujours réélu. Hein? Il y en avait un ou deux là, qui étaient toujours élus. Roch Lassalle fait partie de ces deux-là. Puis Lassalle démissionne, le temps de se présenter chef, il perd, puis il en élise zéro. Ils en ont élu zéro, comme il s'était passé en 73, justement sur M. Loubier, dans le temps de ce que tu parles. Puis il y avait eu une renaissance en 76 avec Rodrigue Biron. Rodrigue Biron, exact. Un gars du coin, Lobinière. Oui, c'est ça. Bibi Sainte-Croix, là, c'est sa famille. Là, mais ça, on va y en parler. Donc, revenons à Duplessis, le chef. Le chef. Évidemment, quand on parle de Duplessis, évidemment, on est rendu dans les années 2000, là, fait comme longtemps qu'il est décédé, M. Duplessis, mais il y a encore des gens qui sont comme négatifs envers Maurice Duplessis. On va l'associer à une expression, la grande noirceur. Oui. Mais ça, tu remets ça en question, toi, la grande noirceur. Je suis pas le seul. Des gens comme des historiens comme Denis Vaugeois, des gens là, comme Mathieu Bock-Côté, même un livre que je suggère, je vais tout de suite le plugger, Martin Lemay, qui est un ancien député péquiste. Oui. Puis un des derniers députés péquistes de droite, que je dirais, qui était maire de l'arrondissement de Ville-Marie. Il était là dans les années Boisclair et Pauline Marois. Ça s'est comme chevauché. Et puis, lui, c'est un livre qui s'appelle
s'appelle « À la défense de Maurice Duplessis ». Je pense, si tu veux le consulter. Je l'avais pas vu passer, celui-là. C'est un essai, c'est comme 3 gros chapitres. Et puis, c'est justement, le but de ce livre-là, c'est déboulonner les mythes. Et puis, même moi, qui étais déjà un grand défenseur de Maurice Duplessis, de l'héritage de Maurice Duplessis, il m'a déboulonné moi-même des mythes que j'entretenais sur Maurice Duplessis également. Donc, c'est un livre que je conseille. Puis, ce que j'aime du livre, c'est qu'il aborde ça quand même assez neutre. C'est que lui, c'est sûr que le but du livre, c'est de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, mais en même temps, c'est pas un livre qui est là juste pour dire que c'est un être sans défaut, un être dépourvu de... Oui, faut pas le diaboliser, mais faut pas le mythifier, le canoniser non plus. T'as pas un saint, Duplessis. Non. Puis, tu sais, c'est un gars qui a eu des problèmes. Oui. Mais il a travaillé sur lui, Maurice. Oui, il a arrêté de boire en 1944. On va se le il dire. est devenu addictif au jus d'orange. Oui, parce qu'un de ses oncles, moi, j'avais déjà entendu dire ça. Il dit, mon oncle, allez-vous voter pour moi? Il dit, moi, un gars qui n'est pas capable de contrôler sa boisson, je ne voterai pas pour toi. Il avait dit ça. Ah oui? Oui. Puis il a mis de l'ordre dans sa vie. Oui. Mais son premier mandat, on va se le dire, il y avait des problèmes d'alcool. Ah, très grave. 36 à 39. Oui. Puis il a travaillé sur lui, puis il est revenu en 44. Donc, évidemment, bon, le mythe, là, moi, même à ça, là, je t'ai vu arriver un matin, Michel, là, il dit, là, moi, Duplessis, je l'aime pas, là, puis je vais lui dire pourquoi. Mais non, en même temps, il faut considérer l'époque aussi. Oui. Mais il y a des mythes attachés à Duplessis. Ah oui, un de ces mythes-là, c'est que c'était un dictateur. Eh oui, un dictateur. Il y avait, il faut quand même le dire, il y avait une certaine forme dictatoriale dans le sens que c'était, tu l'as dit tantôt, l'expression, le chef. C'était vraiment le chef et puis il était au courant. C'est une qualité en même temps un défaut. Il était au fait de tout ce que ses ministres faisaient. Donc, on ne pouvait pas parler de lui comme un peu comme on a déjà vu du maire dans un bye-bye, si tu viens, le maire Tremblay à Montréal, où tout s'écroule autour de lui, mais je n'étais au courant de rien, pauvre de moi. Mais il faut dire que c'était complètement l'inverse. Puis on pourrait faire ces reproches-là à nos premiers ministres actuels, dire qu'ils ne sont pas au courant de tout. La machine était moins grosse à cette époque-là. Oui, exact. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait des ministères qui n'existaient pas. On disait que les ministères n'existaient pas. Je vais vous donner un exemple. On arrive à l'époque de Jean Lesage et on avait l'instruction publique, le ministère de l'Instruction publique, et tout à coup, on a le ministère de l'Éducation qui arrive. Puis là, on dit, on n'avait pas ça avant, mais ça existait sous une autre forme. L'instruction publique. C'était surtout des hauts fonctionnaires qui travaillaient sur la chose. Et il y avait souvent soit un député qui était comme secrétaire parlementaire du premier ministre, puis c'est le premier ministre. Le premier ministre en menait très là. Encore aujourd'hui, il remarque. Puis Maurice Duplessis, dis-moi si je me trompe pas, il était leader en chambre aussi. C'est une fonction qui n'existait pas à cette époque-là, mais c'était lui qui... Parce que, juste pour vous dire, moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai enseigné l'Assemblée nationale. Oui. Puis, évidemment... Faut faire attention à ce que je vais dire à ce moment-là. Mais là, ça ne me rend pas, je donne patience infuse. Mais tu as le président, à cette époque-là, c'était l'orateur. Oui, l'orateur. Donc, l'orateur, qui partait avec son banc, en passant. Hein? Ah, ça, je ne savais pas qui. Quand le président quittait, c'est le dernier qui a fait ça, je pense, c'est le premier président péquiste, il le laissait là. Fait que le siège ou le libéral avant. En tout cas, je ferme cette parenthèse-là. Donc, le président, l'orateur à cette époque-là, dirige les travaux, mais il le fait sous la recommandation, on pourrait dire, des leaders en chambre. OK. Puis, Duplessis, en plus d'être premier ministre, en plus d'être la vedette du Parlement, il gérait la mécanique aussi. Oui, toute la période des questions et tout ça, parce que c'est le leader qui s'occupe de ça, c'est ça. Puis quand tu disais le chef, tu sais, un de ses collègues, je ne me rappelle pas lequel, mais l'anecdote est dans la série Duplessis, il dit « Toi était toi ». Il y avait un ministre qui avait comme, il s'en allait répondre « Toi était toi ». Mais c'était ça, mais c'était un personnage aussi. C'est ça. Donc, c'était dictateur, évidemment, à cette époque-là, il émerge politiquement des années 20-30. Oui. Puis loin de prendre sa défense, mais il y a comme un courant aussi. On est moins dans la démocratie. Tu sais, t'as Salazar au Portugal, t'as Hitler, puis là... Mais faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des fascistes, il y a des Mussolini en Italie. C'est comme à la mode là, d'avoir « va le faire ».
faire, moi, tu sais. Exact. On cherche des hommes, on cherche des leaders. C'est encore, malheureusement, encore un peu comme ça, où on se fie trop à un premier ministre. On l'a vu à la dernière élection, là, je veux pas avoir l'air teinté plus que je suis matin, là, mais on a dit, lui, il va nous régler ça. C'est ça, on l'a vu avec M. Carney, où tu as la même équipe, il est réélu, c'est un seul homme qui arrive. On est encore comme ça. Qui était à des ONI, hein? Puis là, on change la tête. Puis... Exact. C'est encore un peu comme ça. Mais effectivement, à l'époque, c'est un symbole encore plus puissant. Puis là, j'ai parlé de leader de droite, d'extrême droite. Là. Puis rendu à cet extrême-là, en tout cas, on s'est rendu presque plus de la droite qu'à cet extrémiste, mais il y avait des extrémistes de gauche. Staline en est un exemple. Oui. Qui a fait des millions de victimes. Là. Donc, on n'est pas dans cet aspect-là, mais juste pour dire, on cherche des leaders. Exact. C'est une époque comme ça. Donc, c'est ça. On voit aussi un mythe qui dit, c'est ça, là, les gens, c'était noir, c'était triste, le Québec. Exact. Allait pas bien, on était comme ça, un joug. Ça, tu remets ça en question, toi. Ah oui, j'en remets ça en question. On va y revenir, j'imagine. Vas-y, je te lance, je te fais une passe à la palette. Là. Eh bien, on dit que c'est noir parce que, entre autres, parce que la religion qui était au Québec, hein, on ne peut pas la contourner, c'est ce qui a façonné le Québec, il y a la politique, mais aussi ce qu'on appelle faussement la religion catholique. Ouais. En fait, qui est une confession chrétienne, donc qui est le romain catholicisme. Et puis, donc, ça a façonné le Québec parce que principalement, c'est pas la seule cause, mais c'est la principale cause. Qu'est-ce qui fait qu'on parle encore français aujourd'hui? Oui. C'est intimement relié avec la présence du clergé catholique qui avait une entente avec la couronne dès le départ. Puis c'est pas, on le voit des fois négativement, mais à la base, il faut le voir aussi positivement parce qu'il était des nôtres. Hein? Le clergé était aussi francophone. Donc, à l'époque, on parlait même pas de Canadiens-Français, on parlait de Canadiens. Hein? Les Canadiens, c'était les Français. Mais en même temps, Michel... Oui, vas-y. OK. Puis, si tu me permets, rapidement, puis c'est d'ailleurs dans le livre de Martin Lemay, c'est ce qu'il explique bien. Puis on a des exemples probants. Pas loin, là, juste au bord de la rivière, à Trois-Rivières. Où est-ce qu'on voit le quartier Sainte-Marguerite? On voit certains édifices qui ont été carrément bâtis par le clergé, par des actions de l'Église. Parce qu'on avait des gens de la campagne qui venaient travailler dans les pâtissières. Ils viennent là parce que, bon, c'était plus dur sur les terres étaient pas mal toutes occupées. Bon, à un moment donné, on va aller, il y a besoin de main-d'œuvre en ville, on s'en va en ville. Ils vivent dans des taudis. Hein? Et puis, on le voit là, dans les filles de Calais, où ce qu'il y a Villa, tout ça, ils vivent dans des taudis. Mais il y a des actions qui ont été faites pour permettre qu'ils vivent dans des... Donc, le clergé va mettre de l'argent pour que les ouvriers, la plupart étant romains catholiques, les patrons étant plutôt anglo-saxons protestants, de leur permettre de vivre dans des logements décents. Donc, les gens avaient confiance en l'Église encore plus qu'ils avaient confiance dans les institutions politiques. Mais ça, c'est pas un mythe. Duplessis était main dans la main avec le clergé. Oui. Il y a deux façons de voir ça. Il y en a qui vont dire qu'il mangeait dans la main du clergé. D'autres vont dire le clergé mangeait dans sa main. Je vais plutôt dans la deuxième option. Là, puis quand ça pesait pas son affaire, il s'arrangeait pour les gars débarrassent. C'est l'histoire de Charbonneau. C'est exactement. Moi, c'est pour ça que je suis plus de la deuxième. Je dis, c'est la deuxième école de pensée. Je pense que le clergé mangeait dans la main de M. Duplessis. OK. Donc, c'est ça. Gouvernement de corruption, un autre mythe, ça, là. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est que la corruption était différente. Tantôt, tu parlais de chefs puissants. Gouin et Tachereau, avant Duplessis, en étaient aussi. Les culottes à Vautrin. Pardon? Les culottes à Vautrin. Tachereau, il y a eu des scandales financiers. Là. Oui. Puis Duplessis s'est fait un nom à dénoncer Tachereau. Avec la Commission des comptes publics. Ben oui, vous dilapidez les fonds publics, puis il va faire un peu pareil. Oh, on en reparlera tantôt, mais je suis pas si d'accord avec ça parce que... Mais il donnait des dizaines, Maurice, là. Il achetait le vote. Duplessis, c'est ça, c'est que la corruption, puis c'est juste, j'aime l'image du dixaine, c'est que la corruption était différente. Avec Tachereau, on avait affaire à une corruption qui était plus, comme on voit aujourd'hui, de façon des fois un peu plus cachée, qui était amigos, des hommes d'affaires, une aristocratie. Donc, puis à l'image classique libérale, on peut se permettre une liberté ici sans que je me fasse poursuivre, une corruption plus mercantiliste et ce que j'appellerais la corruption plus conservatrice classique, qui est plus la corruption avec plus dans le bas du plancher. Fait qu'il était... Ah là, je vais exagérer. Maurice était corrompu, mais pour le peuple. Exact.
C'est qu'il donnait des frigidaires. Il donnait des 10 cents. Exact. Il donnait des permis d'alcool. Oui. Je vais te permettre d'avoir ta jobine là, à la commission des liqueurs. Là. Je ne sais pas si ça s'appelait avant, là, mais c'est un peu comme ça. Oui, tu vas être le cantonnier. Remarque, les libéraux le faisaient aussi. Mais il y avait une forme de tout ce qui allait. C'est exemple, oui, je vais te donner ça, mais il faudrait que tu fasses telle chose, puis il faudrait que tu fasses telle chose pour le parti, tout ça. Puis tout ça était bénévole. Il y avait excuse-moi l'expression, du donnant-donnant. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le C'est ça. Il y avait beaucoup de cette façon de faire-là dans les mœurs de l'époque. Puis évidemment, on peut regarder ça, puis là, je m'adresse aux gens, on peut regarder ça en disant, tu sais, hey, là, c'était bien ridicule, mais tu sais, il y a eu une professionnalisation de la fonction publique. Elle est plus étanche à la politique qu'elle était là, mais c'était la manière de faire. Oui. Tu donnais des jobs au monde qui avait voté pour toi. À l'époque, effectivement, dans les mœurs politiques, c'était même pas caché. Les Bleus arrivaient au pouvoir, tout ce qui était rouge devenait maladif et on les sortait. Il était contagieux, on les sortait. On pouvait peut-être en garder un ou deux pour garder une certaine continuité, mais pas bien plus. Mais ça nuisait au développement parce que t'as des gens qui avaient des acquis. Partait. Exact. Fait que la science, la connaissance reliée à la gestion des routes, tout ça, on l'évacuait complètement. Puis là, c'est du monde qui arrivait, il fallait qu'ils réapprennent leur métier. Mais par contre, il y a toujours deux côtés de médaille. Par contre, on avait un fonctionnariste qui était dédié à la machine gouvernementale. Oui. Qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir, excuse-moi, l'ADQ l'a vécu, ça, comme opposition officielle. OK, l'Action démocratique du Québec. Parce que tout le monde des fonctionnaires était soit placé par des libéraux, parce que c'est encore placé comme ça, il ne faut pas s'y méprendre. Les mandarins de l'État sont encore placés. Donc, c'est encore les amis du régime qui sont placés, sauf que maintenant, comme tu l'as dit, ils sont protégés d'une certaine façon, ils sont permanents. Une certaine permanence. Ce qui fait en sorte, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu finis par avoir des contacts dans l'État, parce qu'un député qui arrive, c'est difficile. Hein, on dit souvent, ils ne contrôlent rien, c'est tous les fonctionnaires qui contrôlent. C'est normal. Puis à un moment donné, ils vont se buter sur tuer un libéral. Et c'est un fonctionnaire qui est qui a été placé par le Parti québécois. Je vous dis pas qu'ils vont systématiquement ne pas répondre, mais ils peuvent dire OK, on va attendre un peu, on va donner son compte-goutte. Tu sais, l'humain étant l'humain. Je veux pas dépeindre là, parce que je suis certain, comme dans toute profession, la plupart doivent faire un travail diligent, mais il y a toujours... Puis il reste que, tu sais, exemple, tu arrives avec un programme non interventionniste, tu veux alléger l'État, mettons, mais tu sais, les fonctionnaires, de par nature, sont pour l'État. Ils sont pour intervention. Fait que si t'arrives, tu vas pédaler dans la boîte un peu. Mais revenons à Duplessis. Donc, les enfants de Duplessis, en passant les 10 cents, c'est que moi, ça m'a été compté par Denis Comeau, malheureusement décédé, mais qui devrait avoir peut-être 80 ans aujourd'hui. Mais Maurice Duplessis, il a déjà vu Maurice Duplessis, puis il a donné 10 cents. Maurice Duplessis donnait des 10 cents aux enfants. Oui. Monsieur Vaugeois, il en parle aussi. Oui. Fait que Denis Comeau, que j'ai connu, moi, a eu des 10 cents de Maurice Duplessis. Fait que mais ça. Il était un homme, parenthèse, il était par nature, les gens qui le connaissaient, de quelqu'un de nature généreuse. Il y a bien des choses qu'il faisait que personne n'entendait et qu'il faisait de très bon cœur. Il pouvait aider des gens, des petits gens, comme on dit, sous le bras. Puis, fait à noter, il est mort raide pauvre, endetté. Et donc, il n'était pas là, lui, juste pour le pouvoir. C'était sa vie. La politique, c'était sa vie. Donc, il est mort avec l'actif qu'il avait, c'était sa maison. C'est la seule raison pour laquelle il n'était pas... mais il était endetté. On n'a pas trouvé des fonds secrets, Non. Donc, la corruption qu'on parlait tout à l'heure, une parenthèse, était surtout pour le parti. Le parti. Toujours la petite caisse du Parti de l'Union nationale. Ça, il y en avait. C'était une grosse caisse, finalement, la petite caisse de l'Union nationale. C'est qui gérait ça, donc? Martineau. Martineau! La gang à Martineau. Ben oui. Donc, un autre mythe, les enfants de Duplessis. Ça, juste pour nous mettre en contexte, parce que là, moi, ça réfère à quelque chose, mais c'est quoi ça? Mais encore une fois, c'est pas un mythe ni un mythe. Quand je dis on déboulonne des mythes, c'est que c'est pas un mythe. Est-ce qu'il y a eu vraiment des enfants de Duplessis qu'on qu'on a appelés... Moi, je dirais que l'erreur, c'est de les appeler, et là, c'est pas... J'admets, là, je prends ça vraiment sous mon bras. J'ai pas lu beaucoup d'historiens qui vont aller dans le sens que je dis.
mais on va se lancer. J'ai une tribune, là, j'ai un crash-bord, on va se lancer. On attribue faussement l'étiquette enfant de Duplessis. Ça existait déjà avant Duplessis. Okay? Donc, des enfants ou à la charge de l'État. Une crèche qu'on appelait souvent, mais qui n'était pas une crèche. Ils ont sous-contracté ça à l'Église, oui. la gestion des services sociaux. Puis, si je ne me trompe pas, on a qualifié des enfants ben à cette époque-là, ils appelaient des débiles. Oui. C'était ça C'était le terme. Mais on disait qu'il y avait une déficience intellectuelle, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ou s'il y en avait, c'était tellement léger qu'il aurait pu fonctionner en société. Ils ont été maltraités, oui. mal diagnostiqués, mais parce que ça donnait droit à des subventions. Exact. Bon, ça, c'est... Puis, ça, c'est ça. C'est le portrait qu'on a. Sauf que ça dénote aussi... Comme n'importe quel autre, je ne sais plus quel penseur a dit ça, il y a 3 grandes étapes là, à des idées ou à des choses qu'on dénonce. C'est la première, on tente de ridiculiser l'idée. La deuxième, on fait du déni. La deuxième, on la ridiculise. Puis la troisième, on passe un autre step, c'est « Ah, ben c'était évident, on a toujours su ». Donc, la société savait ça. Parce que typiquement, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait, exemple, le père et la mère morts. Hein? Les gens ne vivaient pas vieux. Hein? 55 ans, souvent, il n'y a plus d'hommes qui étaient là. C'est pas pour rien que la retraite a été inventée à 65 ans, parce qu'on sait qu'à 55 ans, la plupart étaient... Donc, ça marchait dans ces années-là. Donc, on a des enfants qui se retrouvent orphelins. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on les envoie? Bien, les familles qui auraient pu les prendre à l'époque, les oncles, les tantes, on commence à être dans un peu moins ancré familial. Hein? L'éclatement. La société commence à... C'est ça, j'aime le mot, s'éclater. La cellule familiale devient moins la base de la société. Ça tend à revenir, mais c'est encore fragile. Mais à l'époque, là, ça commence. C'est pas encore... On n'est pas encore là, mais on s'en vient tranquillement, mais sûrement vers là. Alors, ce que j'appelle du Ponce Pilatus, on envoie les enfants là. Donc, la société était parfaitement au courant de ce qui se faisait là. Il ne faut pas penser qu'un seul homme, on en revient toujours à ça, un seul homme est responsable de tout ça. C'est tellement vrai que ça ne doit pas être attribué à Duplessis que lorsque Duplessis décède, on a les 100 jours de Paul Sauvé, on a M. Barrette. Désormais. Oui, désormais, ben oui. Désormais, ça n'a pas été long. Mais il était bon. Mais on en reviendra là-dessus. Ça a été 100 excellents jours. Mais après ça, on a M. Barrette, le premier ministre à boîte à lunch, et après, on arrive avec Jean Lesage, le sauveur. Sarcastiquement, que je dis toujours le sauveur, mais on en reviendra là-dessus. C'est que Jean Lesage, a-t-il fermé ces pensionnats-là? Non. Et puis, donc, les premiers qui se ferment sont sous Johnson, Bertrand, Bourassa, et ça prend du temps avant que ça ferme, là. C'est un peu, ça me fait penser, sans aller trop dans le sujet, parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans, ça me fait penser un peu aux pensionnats amérindiens, les Autochtones. C'est surprenant quand je suis allé à Odanak l'autre fois de voir, mon Dieu, mais ça a fermé donc bien tard, ça, dans l'histoire. Jusqu'à des années 80. Oui. Puis même 90, je pense que c'était échelonné jusque-là. Alors, les enfants du Duplessis, c'est un peu le même modèle. Et les excuses, puis les compensations, comment le gouvernement, puis on s'en va jusqu'à Bernard Landry, c'est Bouchard qui fait les premières excuses du beau d'élève, et on parle toujours pas de compensation financière. On attend carrément que plusieurs décèdent, pas pour en plus de nombreux, il faut le dire, là, on va dire les choses telles qu'elles sont, de nombreux suicides, des dépressions. Parce que c'est des enfants qui ont été maganés. Exact. Scrappé par la vie, il faut dire le terme. Puis on arrive à Bernard Landry, puis avec un genre de voici un package deal ridicule, et on vous le donne, c'est à prendre ou à laisser. Donc, c'est collectivement. Donc, il n'y a personne qui a. Aucun premier ministre qui a suivi Maurice Duplessis a des leçons à lui donner quant aux enfants de Duplessis. On pourrait appeler ça, moi, j'appellerais ça les enfants des Québécois. Oui. On porte une responsabilité. Collectivement. Mais il reste que, puis je vais me permettre un éditorial, il y a des gens qui savaient. Ça a été avant Duplessis, c'était après Duplessis, c'était des gens... de confier des enfants à des gens qui maintiennent, qui cachent, qui ne jugent pas, ne mettent pas fin à des actions de prédateurs sexuels. Parlons d'enfants, de pédophiles. Ben oui. Parce que c'était ça. L'Église catholique était une cachette à pédophiles. Je ne dis pas que l'Église catholique est pédophile. Non. Mais on sait. C'était un lieu propice à aussi, ça. On le savait. Il y a des gens qui le savaient. Tu sais, un prêtre, il se faisait changer de place. Puis lui, il se refaisait changer de place, tout ça. Jusqu'à toute fois qu'il se faisait pogner, il se faisait changer de place. Exact. Toi, tu es gestionnaire de l'État.
puis tu confies des enfants à ces gens-là, Ouais, moi, je pense que l'histoire peut te juger. Oh, oui, mais tout à fait. Dans ce que je dis, je ne tiens pas à dire que Duplessis n'est responsable de rien et son administration n'est responsable de rien. Mais ils sont tout aussi responsables que d'autres administrations avant et après. Mais il reste que, là, je suis en train de comprendre où tu vas en venir. C'est que, tu sais, Duplessis, c'est comme devenu, au-delà de l'homme, c'est devenu une étiquette. Le bouc émissaire. Exactement. Quoi qui marche pas, c'est Duplessis. Duplessis. Ça fait pas beau dehors, Duplessis. Là, ça commence à faire longtemps. Mais tu sais qu'il faisait très chaud lorsque Maurice Duplessis était les funérailles de Maurice Duplessis. Je sais à Trois-Rivières. Je sais pas. À Grosse Oui, je sais. C'était en juillet 59 qu'il est décédé. Il est en juillet ou septembre. En tout cas, c'est en septembre 59, je crois. Il faisait extrêmement chaud cette journée-là. Et des méchantes langues ont dit « Les portes de l'enfer se sont ouvertes pour accueillir Maurice Duplessis. » Ça, c'est un peu faire du village, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Mais ceux qui se faisaient traiter de dire qu'ils étaient de l'enfer se sont vengés en disant qu'il faisait chaud. Un autre mythe, en tout cas, mythe ou non, Duplessis, là, il nous a vendu aux Américains, il vendait notre fer, là, 1 cent la tonne. On s'est fait exploiter. Écoute bien, ça va prendre quelques minutes à te l'expliquer, mais il faut prendre le temps. Parce que je considère qu'il faut éduquer les gens. C'est comme quand on regarde un arbre, puis vis-à-vis une forêt. Si tu regardes l'écorce de l'arbre, ça, c'est les 1 cent la tonne. Mais si tu regardes la forêt au complet, tu vas avoir un tout autre portrait. Donc, on est aujourd'hui dans nos mœurs, quand on donne des... Regardez ça, là. Mettons, je vais prendre les années Couillard, les années Charest, les années Marois, peu importe. Là. Puis encore aujourd'hui, les années Legault, c'est similaire. Et sans vouloir non plus les défendre, à leur défense, les gens que je viens les régimes, les gouvernements que je viens de nommer, composent avec une réalité qui est autre que l'époque de Duplessis. Mm-hmm. Sauf qu'on sort des années Taschereau, des années Gouin, où est-ce qu'on... Comme tu disais si bien tout à l'heure, on gratte-moi le dos, je te gratte le dos. Alors, il y avait des cadeaux qui étaient faits aux compagnies. Duplessis, lui, arrête ce genre de modus operandi. Et pourtant, on lui a attribué de donner le pavé aux Américains, alors que c'était déjà le cas. Le Québec est très peu instruit. On y reviendra tantôt, là, mais c'est 8 d'alphabétisation qu'on est en 1936. 8 des gens sont donc, 92 sont soit des analphabètes ou légèrement alphabétisés fonctionnels. Ouais. Donc, on est de... C'est remonte. C'est ça. C'est ce qui explique aussi pourquoi, à l'époque, on a des politiciens qui peuvent occuper un poste de politicien, mais qui continuent à opérer leur business d'avocat, d'arpenteur, tout ça. Ce sont les gens instruits. À qui tu veux donner ça? Ou des agriculteurs, parce que les agriculteurs, c'était des débrouillards. Ouais. Donc, ça demeurait quand même éthiquement discutable. Oui. Mais non, mais c'était autre temps, autre mœurs. Mais ça explique. Et alors, si je reviens à ça... 1 cent la tonne, il faut voir une chose. C'est que d'abord, Duplessis, on a une compagnie qui voit qu'il y a des possibilités minières. Je vais vous donner l'exemple. On va prendre l'exemple de la Ron-Or. C'était à cette île, la Ron-Or. Donc, M. Mulroney a été un dirigeant. Exactement. Alors, la Ron-Or arrive dans les années fin 40. Parce qu'on part avant, là, on est dans les années 40. Duplessis est en selle depuis 44. Il y a de la prospection minière qui se fait. Et puis là, il donne les claims. C'est pas différent aujourd'hui. Des claims sont donnés. Les droits d'exploitation. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Duplessis n'est pas différent des autres. Donc, Duplessis leur permet. Mais là, il trouve les gisements. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est on a les gisements. Pouvez-vous nous subventionner? D'abord, ils se sont déjà fait subventionner, les compagnies, pour faire les claims, pour faire l'exploration minière. Et après ça, on les sort, on veut les ramener, on se fait encore subventionner. On construit une usine, on se fait subventionner. Mais Duplessis ne fait rien de ça, lui. Rien de ça. Lui, c'est... Je t'ai donné le claim, tu l'as trouvé? Ben, bâtis le chemin de fer dans le bout de Shefferville pour l'amener à cette île. Bâtis-le. C'est payant, tu vas le faire. Ouais. C'est comme ça que Duplessis agit. C'est le temps de faire un port. Hey, allez-vous nous donner une subvention? Non. Ça va être payant, vous autres, vous allez faire de l'argent. Il va faire un port à côté, dans lequel il va permettre des partages. Mais, essentiellement, la Ron-Or va payer son port. Ils vont construire leur usine. Ont-ils eu une subvention? Non.
Ils ont demandé, puis ça, c'est encore une fausseté que je vois même dans certains livres, là, parce qu'il y a des auteurs qui ont réussi à prouver que non, il n'y a pas de subvention qui a été donnée pour la construction, ni pour les tarifs d'électricité. Il n'y a rien eu. Donc, dans le fond, là, à la fin de la journée, quel avantage qu'il y avait d'être au Québec? Bien, 1 cent la tonne. Si tu passes au travers de tout ça, mon petit garçon, peut-être pas des petits garçons, c'était des grands garçons, la Runner, là. Ah, je pensais qu'il parlait de moi, petit garçon. Mais si tu passes au travers de tout ça, tes cheveux te trahissent puis ta barbe blanche aussi. Je suis désolé. Mais donc, tu vois, on arrive à 1 cent la tonne, c'est comme ça. Donc, et regarde quand une compagnie quitte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Hey, ils nous ont coûté des subventions. La caisse de dépôt, on a donné de l'argent de nos économies à cette compagnie-là, puis ils s'en vont. Ils ferment les portes, ils font faillite, ils s'en vont, ils laissent une empreinte environnementale. Quand la Runner quitte dans les années, c'est sûr qu'ils ont opéré longtemps. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont fait des bons salaires, il y a d'autres industries, ça a attiré d'autres industries aussi. Là. Oh oui, bien, okay? des affaires dérivées, des mécaniciens. C'est ça, puis la Québec Northshore Bécomo est venue, etc. Donc, on voit... donc, Duplessis met au monde carrément la Côte-Nord. Mais non seulement ça, c'est que quand les compagnies quittent, elles n'ont rien coûté en actifs au Québec. Donc, si on appliquerait aujourd'hui le modèle Duplessis, à 1 cent la tonne, je dirais, c'est qu'on regarde le fait que, oui, mettons, dans d'autres provinces, les redevances étaient plus hautes, mais en contrepartie, ça avait coûté peut-être de l'argent, ben, pas peut-être, ça avait coûté de l'argent aux contribuables pour financer les constructions, puis des fois, ces gens-là s'en vont, puis ces industries-là s'en vont, puis finalement, ça a coûté plus que ça nous a rapporté. Mais on va se dire, Duplessis, c'était pas un dépensier. Il s'enorgueillait de ne pas avoir de déficit. Puis d'ailleurs, une de ses succès là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être ça à quoi étaient confrontés les fonctionnaires quand on fait du coq à l'âne, mais quand on parlait des enfants de Duplessis, c'était qu'on confie à l'État la gestion des hôpitaux et la gestion des écoles. Donc, c'est les deux plus grandes dépenses là, de l'État. Après, le service de la dette est 3e. Au Québec, au Canada, premier au Québec, là, parce que au fédéral, c'est pas la santé n'est pas là, mais les soins de santé ne sont pas là. Mais la première dépense dans l'État, c'est les soins de santé. La deuxième, c'est l'éducation. Hein? On parle de 50 à peu près, là, 52 puis l'autre, c'est dans l'entour de 25 Avec M. Legault, c'est peut-être rendu 20 Bon, écoutez. Fait que donc, on est rendu là-dedans. Là. Fait que c'est un gros département. Donc, lui, il fait une grosse économie là, sauf que, contrairement à Tachereau, contrairement à Gouin, il a l'intelligence de la mettre beaucoup dans la dette et aussi, il a aussi l'intelligence de mettre des impôts provinciaux. Mm-hmm. Donc, mesure temporaire. Oui, mais qui était nécessaire parce que les impôts provinciaux, dans la Constitution, l'impôt provincial, c'était dans la Constitution, c'était les provinces, les États partenaires, j'aime mieux dire ça, là, comme Johnson on va y disait. venir, là, ces relations avec le fédéral. Là. On va parler des femmes. Il me semble que Duplessis, c'était pas un féministe. Là. C'était pas un féministe, effectivement. On va se dire. C'est un homme de son époque. Un homme de son époque. Mais est-ce qu'il était contre le droit de vote des femmes? Parce que là, le droit de vote des femmes, c'est pas lui qui a donné ça, c'est Godbout en 1944. Oui. Saint-Adélard. Saint-Adélard. Il est correct, Adélard? Oui, je vais expliquer mon point. Pourquoi je le canalise. Il n'est pas connu que personnellement. Parce qu'on se disait tantôt, Duplessis, 36-39. Ouais. Il se fait battre par Adélard Godbout, libéraux. Oui. Godbout, il rentre, puis lui, il semble, en tout cas, la lecture que j'avais, c'était plus un progressiste. On lui a attribué. Puis il va donner le droit de vote des femmes. Ouais. Ça, c'est ce que l'histoire dit, c'est ce qu'on retient de l'histoire. Mais en 36-39, Duplessis, il ne l'a pas donné. On est avant 1936. Ouais. Est-ce que les femmes votaient? Ben là, moi, j'ai déjà entendu dire que la mère à Papineau votait. Bon. Parce que c'était la propriété qui faisait le droit de vote. On attribue aux femmes, mais regarde bien. On est les femmes ont déjà eu le droit de voter avant la Constitution. Il y avait le droit avant quand tu étais propriétaire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais lorsqu'on arrive dans la Constitution, là, ils sont mineurs, point. Ils ne votent pas. Ouais. Ils ne votent pas, point. Et on est 39 ans de règne libéraux. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Alors, voici, je vais te donner un exemple. Maurice Duplessis était un étapiste dans la vie. Dans tout ce qu'il a fait, c'était toujours étape par étape. C'était petit train, va loin. Un peu un genre de Bourassa.
Oui, mais il était... Sauf que lui opérait. Donc, quand même. Robert Bourassa, c'est un grand personnage, attention. Fait que je me permets cette boutade, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de mythes sur Robert Bourassa. Si on pourrait faire une autre émission sur les mythes de Robert, mais concentrons-nous sur Moi, je l'ai subi, Bourassa, pour pas pouvoir t'en parler. Duplessis, c'est un peu loin. Mais revenons à ce qu'on disait sur... Parce que lui, il disait, ouais, la société est peut-être pas prête à ça. Et voilà. Ouais, mais là, à un moment donné, il faut être visionnaire. Qu'est-ce que Maurice a fait quand il était chef de l'opposition conservatrice? Ouais, avant l'Union nationale. Avant l'Union nationale. Alors, il fait une proposition en Chambre pour donner le droit aux femmes de plaider en cours. Parce que les femmes n'ont pas le droit de plaider. Ils peuvent être avocates, faire des études d'avocat. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le tribunal. Ils ne pouvaient pas plaider. Donc, ils pouvaient être à côté pour agir comme, excusez-moi, porteur d'eau, là, c'est quasiment plate ce que je dis comme expression, mais ils étaient des techniciennes juridiques, ni plus ni moins. Ils avaient faisaient toute la recherche, et voilà. Puis il donnait ça au monsieur qui Allez, monsieur qui paraissait bien. Donc, Maurice Duplessis fait une motion pour dire, commençons par ça. C'est un étapiste. OK? Je fais une parenthèse, même dans sa vision de la nationalisation de l'hydroélectrique, il n'était pas contre. Il voulait, lui, il allait mettre ça étape par étape. Alors, c'était un étapisme. Il n'était pas pressé non plus. Donc, lui, il dit, on va y aller avec ça. Tachereau, tous les libéraux votent contre. Donc, qui a voté contre? Tachereau et M. Godbout. Vous me direz, bien, M. Godbout a suivi la ligne du parti de M. Tachereau. Mais il la suit. En 1939, on arrive, lorsque Godbout donne le droit de vote aux femmes, en 1940, on est en pleine guerre. Il y a besoin des femmes. Les hommes sont de l'autre côté. Et le Québec n'avait pas fait comme les autres provinces du Canada et comme le Canada lui-même, qui ont donné le droit de vote aux femmes dans l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, le Canada le donne en 1917. Le premier, c'est le Manitoba en 1916. Là, après ça, une série, 1918, 1919, l'Alberta, l'Ontario, tout le monde. De sorte qu'en 1921, c'est réglé. Il reste juste Terre-Neuve, qui n'est pas encore dans la Confédération. Qui était un Dominion. Un Dominion, c'est ça. Mais qui, néanmoins, en 1928, le donne. Donc, on est, nous autres, là, les seuls pendant une grande époque qui ne la donnent pas. Et je ferai remarquer que nous sommes sous le joug libéral. Okay. Sur l'emprise d'un gouvernement libéral. Oui, mais là, Et on ne donne pas le droit de vote. Donc, pourquoi qu'on attribue ça à Duplessis seul? Qui était, OK. Parce qu'au moment où Godbout décide de dire ça l'avantage, j'insiste sur ça l'avantage parce que les livres d'histoire ont été écrits beaucoup par des libéraux. Et ça se voit beaucoup. C'était plus des intellectuels. L'Union nationale, c'était moins ça. Il y avait des intellectuels de droite quand même, mais je veux dire, mais il était plus rare. Ouais. Donc, mais tu sais, on peut il écrivait peut-être moins. Moi, il y a une phrase que j'aime, c'est les gagnants qui écrivent les livres d'histoire. Exact. Puis, tu sais, dans l'histoire qu'on peut se faire du Québec, tu sais, l'Union nationale, c'est pas un parti gagnant, c'est un parti qui a disparu. Oui, effectivement. C'est un échec, l'Union nationale. Bien, qui a été longtemps une réussite. Oui, mais, tu sais, il y a une chute. Il y a une chute à ça. Mais tu sais, quand tu gagnes, ben, tu te donnes le bon rôle. Tu as dit, les livres sont écrits par les libéraux au fédéral, ont été sur l'histoire de la Confédération, le 2 tiers du temps au pouvoir. Ouais. Les conservateurs, là, je vais vite, là, c'est peut-être 40-60, mais c'est 35-65 d'après moi. C'est un show libéral. C'est ça. Canada. Et pourtant, c'est Borden, un conservateur, qui, sous l'appellation Parti unioniste, mais qui était quand même essentiellement le Parti conservateur avec quelques libéraux qui s'étaient joints avec eux, qui a donné le droit de vote aux femmes au fédéral. Okay. Donc, c'est... Puis les livres d'histoire, souvent, qu'est-ce qu'on voit? Borden, un opportuniste... Mais Godbout donne le droit de vote aux femmes, il est progressiste. Donc, mais je fais remarquer qu'il est dans la même... Godbout fait comme Borden, décalé de 20 quelques années. Mais dans le fond, la lecture... Un était en Première Guerre mondiale, l'autre était en Deuxième Guerre. La lecture que tu en fais, c'était stratégique. C'était stratégique. Donc, un autre mythe... Celui-là, moi, je trouve que c'est pas un mythe. Duplessis a ralenti l'évolution du Québec, entre autres en matière d'éducation. OK. Ben, c'est moi, là, va te dire. Vas-y. Tu sais, quand tu dis, là, il y en a que l'éducation, ils portent pas ça comme la boisson. Non, l'éducation, c'est comme ça, la boisson, il y en a qui portent pas ça. Quand tu dis ça, t'es pas très pro-éducation. Puis quand tu dis, ça nous prendrait plus de trouveurs que de chercheurs... C'est Duplessis qui a dit ça? Ça se peut. Je ne connais pas toutes les... Je ne vais pas y inventer de citation, non, mais tu sais, t'as pas un ami des intellectuels, là, Maurice. Là. Le Noblet, Duplessis. En fait, il était... Puis il t'amène un trait de caractère là, qu'on va peut-être parler dans ses passions. C'est que c'était un intellectuel qui le cachait.
il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas, parce qu'il y avait une éducation classique. Là. On parle de Maurice Duplessis, on parle d'un gars qui avait une solide éducation, puis un gars qui était cultivé. Parce que sa clientèle, elle n'aimait pas ça épincé. Exactement. Donc, c'est aperçu comme pincé exact. avoir été instruit. C'est ça. Donc, Duplessis cachait qu'il était un amateur d'opéra, il cachait qu'il avait été un collectionneur de peinture. Par contre, il mettait de l'avant qu'il était un solide connaisseur de baseball parce qu'il adorait le baseball. Donc, ça, c'était il allait bien. aux séries mondiales. C'est ça. Oh, et puis, ça paraissait bien avec le peuple. Mais tout ce qui était l'opéra, il cachait ça. Donc, ses goûts aussi fancy pour peut-être certaines, à l'époque, là, quand il buvait, là, certaines boissons, ça aussi montrait un certain goût pour le cultiver, qu'il aimait cacher. Il aimait ça bien boire. C'est ça. Mais pour revenir à ça, il faut se remettre dans le temps. Tantôt, je t'ai parlé... pas me dire qu'il a favorisé l'éducation au Québec. Là, oui, je vais te le dire, Stéphane. Oui, absolument. Stéphane, 8 d'alphabétisation en 1936. C'est avec ça que Duplessis arrive. Ouais. Okay? Donc, en 1944, avec la guerre, c'est pas là que ça s'est amélioré beaucoup. En 1944, j'ai pas le chiffre, mais on est peut-être à 10, 11 de gens qui sont alphabétisés. Et quand on parle d'alphabétisés, c'est des gens éduqués. C'est vraiment là, dans un système éduqué. Qu'on parle au-delà d'une 7e, 8e, 9e année. Là, Duplessis ne peut pas construire des universités. Les gens, tu peux pas aller à l'université si tu n'as pas fait tout le parcours qui était avant. Donc, Duplessis construit, et c'est sous son règne, on va le dire comme ça, sous sa gouvernance, qui se construit le plus d'écoles primaires. Et Duplessis, étonnamment, va avec le... C'était pas un ministère, mais le Bureau de l'instruction publique, je sais pas si je le nomme correctement, c'était ni plus ni moins un ministère, mais c'était comme exécutif sous lui, vont demander de porter, et ça n'a pas été populaire chez ses électeurs, là. Il fait passer l'âge de l'instruction publique obligatoire de 12 à 14 ans. Plus tard, de 14 à 16 ans. Ça, c'est tout ce Duplessis, là, que ça se passe. C'est pas des décisions populaires parce que... Ça enlève des enfants du champ. Ben oui! Puis c'est son électorat. L'électorat unioniste et surtout en rural. Ou des villes comme Saint-Hyacinthe qui dépendent du rural, comme Victoriaville, qui même si on sont des villes, c'est tous les produits du rural qui viennent. Donc, c'est pas une décision populaire. Donc, de dire, encore une fois, que Maurice Duplessis était pas quelqu'un qui n'avait pas l'instruction à cœur, et en bonne partie fausse, parce que justement, il n'aurait pas fait toutes ces choses-là pour en arriver à ça. Puis c'est sous lui vraiment qu'il se fait le plus, évidemment, des écoles. Il met de l'argent beaucoup pour des écoles de rang, mais des écoles des fois plus grosses dans le village. Tous les modèles d'écoles, là, comme moi j'ai été à Gentilly, l'école Paul VI, puis l'école... tu sais, c'est tous les modèles. C'était fait dans les années, surtout dans les années Duplessis. Mais là, je vais t'amener sur une réflexion. Tu sais, t'es main dans la main avec l'Église, une Église qui condamne la contraception, qui traite, puis je vais le dire très sérieusement, qui traite les femmes comme des vaches de reproduction. Oui, tout à fait. Moi, tu sais, j'ai une grand-mère, moi, qui a eu une vingtaine d'enfants, que le curé passait à tous les années. C'est quand le prochain? C'est quand le prochain. Tu sais, élevé dans la misère, pas être capable, excuse-moi, j'ai sacré, mais pas être capable d'avoir à manger pour mener ses grossesses à terme parce que la qualité des aliments n'est pas là. Élevé, se faire pogner dans la colonisation de l'Abitibi, main dans la main, Duplessis-Église, d'aller cultiver de la roche. Le gouvernement de l'époque. Ça se faisait sous Tachereau. Ça se faisait sur Gouin. Tout ce que tu dis là, ça se faisait sur Gouin, ça se faisait sur Tachereau. Ça se faisait sur Napoléon Parent. Il n'a pas arrêté ça. En tout cas, mais vivre ça... Mais il n'a pas été coupable. Vivre ça... Il arrête en partie, mais on va continuer. Vivre ça... Puis là, dire, hey, ben des enfants, tout d'un coup, puis là, il faut faire des. Merci, M. Duplessis, de faire des écoles de rang. T'aurais-tu pu pas mettre au pas un système qui faisait de la reproduction, esprit, qui donnait pas de chance aux gens? Ayez moins d'enfants, Christy, puis on va les éduquer comme du monde, puis on va les soigner comme du monde, puis on va aller dans les villes industrialisées, parce que l'Église bloquait l'industrialisation du Québec. Tous nos frères qui sont partis... beaucoup d'industries se sont installées au Québec grâce à Duplessis, grâce au régime de Duplessis qu'on vient d'expliquer, qu'on explique dans quelques minutes. Mais ils stoppaient ça beaucoup. Mais non, ils ne stoppaient pas. La ruralité, l'idéalisation de l'agriculture puis des familles nombreuses. Mais c'est important aujourd'hui, parce qu'on arrive aujourd'hui où on se fait voler nos champs par des grandes méga-industries dehors de Chine qui viennent ici. Puis une autre affaire... Donc, c'est important. On s'attaque à l'industrie
l'agriculture. C'est important, l'agriculture. Ben oui, mais tu faut peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Mais là. tu peux pas faire vivre un système. Là, tu te ramasses à trop d'enfants sur une terre, pas capable de faire vivre ta terre, t'empêches l'industrialisation moderne du Québec, t'empêches le développement d'une classe d'affaires. C'est un autre mythe. Non, ben là, t'empêches le développement d'une classe d'affaires parce que faire de l'argent, c'est péché. L'Église entretient ça. Moi, j'ai été élevé là-dedans, là. Je sais. T'empêches ça, tu vas développer, parce que le monde s'en va sur la côte est américaine, les Franco-Ontariens, les Franco-Québécois, qui sont partis là. Puis là, tu te... mais là, comment c'est que c'est de même? T'avais juste à mater l'Église. Oui. Il s'est servi du Plessis. Ouais, mais c'est complexe parce que tantôt, on peut pas... Tantôt, on parlait de 15 budgets consécutifs. Je ne sais pas si on l'a dit, là, mais tantôt, tu disais qu'il gérait bien, il n'y avait pas de déficit. Ouais. Il en a fait 15. Tu sais que c'est unique en Amérique du Nord. C'est le seul État, province, là, qui a réussi 15 budgets, 15 années financières sans déficit. Okay? Donc, on a des surplus budgétaires à chaque. Puis, ces 15 années-là, ce que Duplessis faisait, c'était avec ça, parallèlement, il attirait des industries. Donc, on voyait des compagnies, oui, qui étaient, c'est vrai, qui étaient étrangères. C'est vrai, Stéphane. Sauf que j'en reviens toujours... Puis t'empêchais la syndicalisation de ces usines-là pour que le monde se fasse respecter. Là, faut pas non plus prendre tout en même temps. Là, mais on va prendre d'autres choses. C'est que ces compagnies, les gens ne sont pas instruits. Il faut qu'ils s'instruisent. Donc, il faut y aller. Et je l'ai dit tout à l'heure, Duplessis était étapiste. Donc, on commence. Les gens vont pouvoir tranquillement mais sûrement travailler dans d'autres sphères que de l'agriculture, apprendre et éventuellement pourront monter les échelons. Et puis, je te ferai remarquer que c'est exactement ce qui est arrivé à un moment donné dans l'histoire. Et ça, même si Duplessis est décédé. Il ne faut jamais regarder, il ne faut jamais penser que c'est venu comme ça. Là. La journée que... Je vais te donner l'exemple de la Manic, parce qu'il est dans nos mythes, là, dans notre liste de mythes, mais on va tout de suite sauter dessus. Le barrage. Oui. Si tu me permets, on va tout de suite aller dessus, parce qu'on est dans une... On est dans une ère post-Duplessis. Là. On est même rendu à Daniel Johnson. Ouais. Et à qui on attribue le fait qu'à Manic 5, il y avait des foremen, des contremaîtres canadiens-français. On avait des ingénieurs canadiens-français. Tout ça grâce à Jean Lesage, parce qu'on sortait de la Grande Noirceur. J'ai déjà vu ça dans le Journal de Montréal, québécois. Ils nous écrire ça. Puis là, avec des mouvements Saint-Jean-Baptiste qui nous dit ça, comme quoi là, que c'était donné les années du Plessis. Mais en réalité, là, tout ce qu'on voit là, c'est fait, c'est opéré en dessous de la table par Duplessis. Parce que la Manic, c'est pas arrivé comme ça, là. Le décret de Manic 5, le décret, donc avant de signer un décret, il y a de la job qui a été fait avant, là, en amont, là, se signe sous Paul Sauvé. C'est Daniel Johnson qui est, à l'époque, c'est le précurseur du ministère des Richesses naturelles, que le René Lévesque a été le premier à être ministre au-dessus de ce... Titulaire. Merci, je cherchais le terme, merci. Alors, Daniel Johnson est lui, en contrepartie, est un des derniers titulaires. En fait, il est le dernier parce que lorsqu'il était premier ministre, il en était aussi le titulaire. Ministre des Ressources hydrauliques. On appelait ça comme ça. Et donc, lui, Johnson, a déjà dans la tête de dire, là, on serait dû, là. On travaillait pour ça, parce que lui aussi, il est au courant de ce qui se passe par en dessous. Il est ministre. Il a été député. Il était aussi très près là, de Duplessis. Donc, il est au courant que Duplessis va arriver là. Donc, lui, il va s'asseoir avec son chef dans les derniers instants de sa vie, et parce que tout ça, c'est écrit dans les livres sur Johnson, et il dit à Duplessis, je pense que, M. Duplessis, on est prêt là, pour que ça soit cette fois-ci, pour le barrage de Manicouagan, Manic 5, on est prêt que ça soit, il y a de nombreux Canadiens français là, qui sont presque à égalité, sont rendus très haut dans les compagnies. On avait les Shawinigan Corporation de ce monde, tout ça. Donc, je pense... Puis Hydro-Québec avait monté aussi, là, parce que ça se faisait sur Hydro-Québec. On oublie, là, Hydro-Québec, oui, on l'attribuait à Godbout. Oui, parce que Hydro, c'est pour René Lévesque qui écrivait ça. Mais qui l'a développé? C'est pas Godbout, c'est Duplessis. Ouais. Mais pas aussi vite que les gens auraient voulu. Mais Duplessis, lui, ce qu'il voulait, c'était être capable d'être en mesure de le faire, de que ce soit pas des fiascos financiers. C'était ça, c'était un étapiste. Et on l'a attribué à Lesage. Mais dans le fond, tout ça, c'est fait sur Johnson comme ministre, avec Barrette, puis avec Sauvé. Mais déjà dans l'arrière-scène,
dans les années Duplessis, parce que Johnson a été nommé en 58 ministre par Duplessis, et c'est là-dessus qu'il travaille, Manic 5. Mais là, tu vas pas me dire que c'est un social-démocrate, là, Pas du tout. ça? Pas du tout. Mais, par contre, néanmoins, c'est lui qui a amené le ministère du bien-être social. Ouais. Paradoxal quand même, hein? Ouais. Et Paul Sauvin était le ministre. Okay. Donc, c'est quand même... donc, il élimine, ni plus ni moins, parce qu'il y avait le système de quêteux, il y avait des jetons qui se donnaient au conseil municipal. Fallait que tu aies ton conseil municipal au conseil municipal. Et là, si le conseil municipal était rouge ou bleu, si tu n'étais pas de leur couleur, tu étais dans le caca. Le père de Daniel Johnson était un bleu. Ça, je te donne l'exemple. À Danville, le conseil municipal était rouge. Donc, le père de Daniel Johnson, dont je ne me rappelle plus le prénom, ça allait pas bien pour lui. Il y avait un revers de fortune. Exactement, parce qu'il était un organisateur bleu. Puis ça ne payait pas être organisateur dans ces années-là, c'était plus l'honneur. Hein? Donc, ça marche. En créant ça, il élimine tranquillement, mais sûrement, ce système-là, qui était, disons-le, qu'il soit bleu ou rouge, très corrompu. Oh oui. Mais en même temps, de le déléguer à l'Église, moi, c'est tout le temps ça que j'ai trouvé problématique, de donner une dimension... tu sais, la religion, c'est l'intimité, c'est personnel. Oui. Parce qu'on est des enfants de notre époque, là. Mais, tu sais, de donner ça à des gens qui s'immisçaient dans la vie personnelle... Puis moi, je pense que comme société québécoise, encore aujourd'hui, on vit des problèmes sociaux reliés à l'omniprésence de l'Église. C'est ça, mais c'est venu après, tu sais, au début de on s'en va au début, après la conquête, là, que j'appelle jamais la conquête, là, mais ça, on en reviendra là-dessus un jour, là, mais c'était quand même nécessaire. Tu sais, c'est de dire, sans la présence de l'Église catholique, aujourd'hui, on n'aurait pas un héritage francophone, on n'aurait pas un héritage non plus, on n'aurait peut-être pas le droit de propriété qu'on a eu dès le début avec les Britanniques, il y a un paquet de choses qu'on a eu quand même grâce à la présence. Puis, il faut le dire aussi, l'ouverture de certains gouverneurs, comme Murray, qui a été, Carleton. Il faut quand même voir, à la base, c'est comme n'importe quoi. Moi, je pense que l'Église catholique, à un moment donné, puis pas juste aussi au Québec, en plein endroit sur la planète, a abusé de la confiance que les gens avaient envers elle. Mais là, tu es en train de me dire que Duplessis, il voulait des Québécois émancipés? Oui, je ne crois pas. Non. Oui. Non. Oui. Non, mais attends. Là, je te crois pas. Non, mais Stéphane, c'est que je reviens toujours. Puis là, je parle pas de souveraineté. J'ai l'air fatiguant avec mon étapiste, mais Duplessis était un étapiste. Donc, lui, il savait qu'il ne verrait pas le jour de ce qu'il... Mais lui, il voyait ça comme des étapes. Des étapes. Oui, je toujours comprends. des étapes. Mais ça, je comprends ta théorie, mais quand... Mais c'est pas ma théorie, c'est la théorie qui est partagée par bien des gens à son sujet. Là. Il a posé des actions anti-émancipation. Tout à fait. En culture, en religion. Tu sais, je parlais tantôt de l'omniprésence de la religion. Les témoins de Jéhovah. Ben, tu sais, la loi du cadenas, c'est pas de l'étapisme, ça, c'est toi. Non. Toi, là, c'était sa philosophie. C'est ça, la loi du cadenas. Oui. Puis par rapport au syndicalisme aussi, c'est de taper sur la tête du monde. Mais vois-tu... Puis au sens mais figuré et propre. Mais tu as raison là-dessus, je te donne. Tu as tout à fait raison. Sauf que, ce que je trouve toujours injuste, c'est qu'on a par contre oublié, en 82, quand René Lévesque a obligé les enseignants, sinon ils perdaient tout leur job, de revenir dans les années 82, 83. Non, mais c'est un exemple. On oublie que Robert Bourassa a emprisonné des leaders syndicaux, 3. Hein, on n'en parle jamais de ça. Puis on qui a oublie cautionné la loi des mesures de guerre. En 16 ans, il l'a demandé même, en 16 ans, Duplessis a eu 3 événements spéciaux et pas tant que ça plus. On parle de Murdochville, on parle de Louisville et évidemment Asbestos, qui est Val des Sources maintenant. Moi, ça ne rentrera pas. Ça va prendre 2-3 générations. Hein? Ça va prendre une couple. Moi, je dis encore Asbestos. Je suis à côté, là. Hey, mon cher, on parle aussi culture, cinéma, tout ça, contre la modernité. Oui, c'est pas un moderne. C'est pas un gars qui veut... Il est un étapiste. Fait que là, la modernité, là, oui et non. Tu sais, on avance tranquillement. On va y arriver un jour, mais c'est pour ça qu'on est souvent déphasé sur certaines choses. Mais lui, c'est toujours sa préoccupation. Il ne faut pas s'endetter.
Il faut se moderniser, mais il ne faut pas s'endetter pour. Il faut se moderniser, mais il ne faut pas non plus perdre notre culture, notre identité, c'est ci, c'est ça. Donc, il est beaucoup axé là-dessus. Donc, évidemment, il va faire de la censure au niveau cinématographique. Mais c'est dans ce livre-là, ici. Intéressant ici, le livre, je ne sais pas si tu peux le montrer. Un collectif. Oui, on en parle de ça. Ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que la moitié des livres sont positifs sur Duplessis et l'autre moitié sont négatifs. Ben ça, c'est les deux écoles historiques québécoises. C'est ça. T'as la gang de l'Université Laval, puis t'as la gang de l'Université de Montréal. Dans le Québec francophone, non? Oui, c'est ça. C'est ça. T'as une qui était plus pro-fédéraliste, puis l'autre était plus pro-souverainiste. C'est drôle que... Est-ce que je me permets? Tu Ben, viens de parler de deux universités. Oui. Dans le mythe que M. Duplessis est contre l'éducation, il y avait 2 universités francophones et 3 universités anglophones à son époque. Ouais. Et lui, ça l'agace. Il est francophone, c'est un Canadien. C'est un Canadien. Et ça l'agace. Le Canadien, pour lui, c'est Canadien-Français, donc ça l'agace. Et il va pousser pour la construction, dès 1952, de l'université de Sherbrooke. 50 ou 52, dans ce coin-là. Okay. Donc, c'est une initiative de Duplessis, idéologique. C'était même idéologique de sa part parce qu'il voulait 3 universités francophones. Bon, il voulait se mettre ça égal. Mais là, Michel, tentes-tu d'en faire une autre émission? Parce que là, on n'a pas fait le tour. On en fait un autre? On en fait un autre. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci, Michel Plourde. Vous voyez que ça m'anime. Hein? Je n'étais pas choqué tantôt. C'était comme un personnage. Donc, on revient. Merci, à la prochaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message.
J'ose ma télé communautaire.